Bonjour Evelyne. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Evelyne, tu es magistrate. Oui. Si je t'ai invité, c'est pour parler de questions de justice. Alors on va parler de Gérald Darmanin, le nouveau garde des Sceaux depuis quelques semaines, et des premières annonces, des premières pistes qu'il a lancées pour son nouveau ministère. Mais auparavant, je voulais qu'on revienne sur le fait, c'est quand même la grosse actualité de cette semaine et des semaines qui vont venir, c'est le procès de Nicolas Sarkozy, qui intervient dans un contexte particulier, puisque on sait aussi que d'autres politiques au pluriel vont être jugés, et je pense notamment à Marine Le Pen, dont la décision de sa condamnation ou pas va avoir lieu, c'est le 31 mars. Le 31 mars, voilà, tu es mieux renseigné que moi. Donc il y a tout ce climat en fait autour de est-ce qu'on peut juger un homme politique ou une femme politique, dans quelle mesure on peut le faire, dans quelle mesure ça n'interfère pas avec la volonté du peuple, avec la démocratie. Je pense notamment à Marine Le Pen qui encourt une peine d'inéligibilité avec application immédiate. Comment est-ce que toi tu te situes par rapport à ça? Est-ce que quand tu entends les débats qui émergent ça et là, à la fois dans la presse, mais aussi dans les dîners de famille, hein, tout le monde se positionne. Ah bah non, on ne peut pas juger un ancien président de la République, c'est dégueulasse, il a le droit à l'immunité. Moi j'ai entendu ça à Noël. Ou Marine Le Pen, elle ne peut pas être inéligible parce qu'elle doit pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Comment toi tu te positionnes par rapport à tout ça? Si tu veux, d'abord il y a une institution qui s'appelle le Parquet national financier qui en 2013 a commencé à fonctionner, enfin début 2014, et qui montre que justement ça a été une réaction par rapport à l'affaire Cahuzac pour dire si on peut juger les politiques, et d'ailleurs il le faut absolument, c'est sain pour la démocratie. Alors après les différents procès qui ont lieu actuellement, en ce qui concerne la justice, moi ma réaction, c'est la violence infinie en décembre et également maintenant, des réactions justement à la suite de condamnations ou simplement de procès politiques. Je fais allusion à l'affaire Sarkozy, dans l'affaire dite des écoutes, très improprement d'ailleurs, puisque en fait c'est une affaire de trafic d'influence pour corrompre un haut magistrat, pour récupérer une pièce d'un dossier qui gênait M. Sarkozy. Et donc dans cette affaire, il y a eu tous les recours possibles jusqu'au pourvoi devant la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi. Ça veut dire que la décision, elle est définitive en droit français par rapport à M. Sarkozy. Et moi, ma réaction, ça a été, et pourtant j'en ai beaucoup entendu, hein, mais ça a été une réaction vraiment d'étonnement face à la violence des politiques, du camp sarkozyste par exemple, mais aussi dans le procès Le Pen, alors qu'il y a eu un procès dont on attend la décision le 31 mars, sur l'existence même de la justice. Moi, c'est ça qui m'a vraiment frappée, c'est que et les uns et les autres, et même, je dois dire, certains journalistes sur les plateaux, considère finalement que la justice n'a pas à avoir d'existence propre. Elle doit être une sorte de chaîne pénale, c'est-à-dire il doit y avoir la police. La justice, elle doit arriver au bout de cette chaîne pénale, mais oui pour le terrorisme, oui pour le droit commun, oui bien sûr pour toutes les affaires de violence intrafamiliale, les affaires sexuelles, etc. Toutes les affaires, sauf en matière politico-financière, où effectivement l'existence même de la justice est complètement contestée, puisque l'argument c'est de dire les juges veulent se venger des politiques. Alors on n'a toujours pas compris pourquoi ils voudraient se venger des politiques, ça n'a pas de sens. Et c'est le syndicat de la magistrature, c'est les juges rouges, etc., qui veulent absolument condamner tous ces gens-là. Et ce qui m'a frappé, c'est le déplacement en partie réussi, que je trouve extrêmement grave, par exemple dans le cas du procès Le Pen,
de ce dont était accusée Marine Le Pen, quand même 4,5 millions d'euros de détournement de fonds publics du Parlement européen, c'est pas une maigre somme, et très très vite, on n'a plus du tout parlé de ça. Des assistants parlementaires utilisés pour le parti alors qu'ils devaient être utilisés pour le Parlement européen. On n'a plus parlé de ça. On a parlé très vite, finalement, des juges qui voulaient, entre guillemets, se payer Marine Le Pen. Et c'est comme on dit en psychanalyse, une sorte de transfert, quoi, qui a absolument marché dans les médias, et ça m'inquiète beaucoup. Et il n'y a qu'au moment du réquisitoire, lorsque les procureurs, dans leur réquisitoire, dans l'affaire Le Pen, on a compris, en gros, la synthèse de tout ce qui était reproché à Marine Le Pen et aux autres, où là, une partie quand même, notamment des journalistes, etc., on dit « Ah oui, quand même ». Quand même, on lui reproche beaucoup de choses et ça a l'air d'être de la délinquance. Voilà, ça m'inquiète beaucoup. La question de la justice comme ne devant pas exister finalement dans ces matières-là. Mais est-ce que du coup, tu crains pour la justice, tu crains pour la façon dont sont rendus les jugements par ceux qui doivent les rendre, c'est-à-dire les juges? Est-ce que tu penses que précisément ils peuvent être influencés? Est-ce que toi, en tant que magistrate, lorsque tu rends une décision, tu prends en considération justement tous ces mouvements de la société et cette défiance, comme tu le dis très bien, vis-à-vis de ce que toi, en tant que juge, tu pourrais produire comme effet? Il est évident que ça a un effet. Maintenant, est-ce que l'effet va donner des décisions de relax? J'en suis pas du tout sûre. Je pense que ça n'influencera pas sur les décisions. Mais c'est une pression absolument terrible sur les juges et à mon avis, surtout sur le parquet. Comme tu le sais, le parquet en France n'est pas du tout indépendant. Il est nommé par, en réalité, les procureurs sont nommés par le garde des Sceaux. Il y a un avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature, mais c'est le garde des Sceaux qui fait la carrière du parquet, la discipline, etc. Et ça, c'est vraiment un problème dans le système français. Moi, ce que je crains, c'est ça, c'est la mise en place de procureurs, finalement, y compris pour la délinquance ordinaire, comme si c'était des préfets. C'est ça que je crains. Et si on a un changement de régime, ce que je ne souhaite pas, notamment avec le Rassemblement national, ce que je crains vraiment, c'est au niveau de la nomination des procureurs, qu'on installe des procureurs qui seraient des procureurs plutôt favorables, à la botte du pouvoir, plutôt favorables. C'est ça que je crains. Maintenant, sur les juges eux-mêmes, parce que souvent, ce qu'on ne comprend pas, c'est que il y a une collégialité quand on juge. Il y a les procureurs qui demandent des peines, et là, vraiment, le parquet national financier, on ne peut rien leur reprocher. Ils se comportent de façon tout à fait indépendante. Mais eux, ils demandent des peines, c'est pas eux qui jugent. Et ce qu'on ne comprend souvent pas, c'est que les juges, c'est de la collégialité. Ils sont trois. Parce que ce sont les présidents des juridictions qui sont attaqués. Mais en réalité, ils sont trois à juger. Et c'est la juridiction financière, elle est extrêmement spécialisée. Alors, dans l'affaire Le Pen, par exemple, ce que je ne sais pas, c'est ce que ça peut donner comme résultat si ils sont condamnés au niveau du Rassemblement national. Parce que, comme tu l'as dit, Marine Le Pen, si elle est déclarée coupable, elle sera inéligible automatiquement. Donc c'est la loi qui le dit, c'est pas les juges. Mais ça, d'abord, le Rassemblement national a tout fait pour dire que ça serait de la faute des juges si ça arrivait, alors que c'est la loi, ils ne font qu'appliquer la loi. Mais aussi, la question c'est cette inéligibilité automatique, elle peut être exécutée provisoirement. Et ça, c'est les juges qui peuvent le décider. Ils peuvent dire, on laisse les voies de recours s'exécuter, à savoir, elle sera inéligible si elle est condamnée, mais elle pourra faire appel, elle pourra aller jusqu'à la Cour de cassation, et en attendant, elle pourra se présenter aux élections, parce qu'il y a un droit de recours, peut-être la Cour d'appel décidera autre chose, etc. Mais ils peuvent aussi dire, il y aura une exécution provisoire. Et c'est là-dessus que le Rassemblement national, semble-t-il, ne s'en était pas rendu compte, ce qui est complètement aberrant, enfin, de la part de leur avocat. J'ai l'impression qu'ils n'avaient pas compris ça. Marine Le Pen est elle-même avocate. Surtout, oui.
Et là, le problème, c'est est-ce qu'il y aura ou pas une exécution provisoire? Et qu'est-ce qui justifierait une exécution provisoire ou pas? Non mais tout toi, à par fait. exemple, t'es là, pourquoi est-ce qu'on lui mettrait une exécution provisoire? Moi, je vais te dire, en tant que magistrat, et je suis pas la seule, je suis opposée à l'exécution provisoire dans des affaires où, comment te dire, il n'y a pas de risque immédiat. L'exécution provisoire, je trouve que c'est très bien dans des affaires, par exemple sexuelles, où tu as quelqu'un qui va commettre des agressions sexuelles sur des jeunes enfants. Là, on pourra le condamner pour agression sexuelle s'il y a les éléments, et ça sera nécessaire sans doute quand même de mettre l'exécution provisoire pour que cette personne au moins soit interdite d'exercer, si c'est par exemple un éducateur, un enseignant, etc. Bon, il vaut mieux quand même que ça ne continue pas si la personne fait appel. C'est ça l'exécution provisoire. Mais dans des matières économiques et financières, moi, mon avis, c'est que il faut laisser les droits de recours s'exercer. Marine Le Pen, comme tout le monde, aura le droit de faire appel et on verra à la fin du parcours judiciaire si ou pas il faut qu'elle soit déclarée inéligible, ce qui sera automatique si elle est condamnée. Mais je trouve que c'est très très important, le double degré de juridiction, et que l'exécution provisoire dans des matières comme ça, c'est pas tellement démocratique. Et d'autant plus qu'il y a aussi la question de cette peine automatique. C'est ça. Non, est-ce que c'est en plus du caractère provisoire ou non de la peine automatique, il y a l'automaticité de la peine. Tout à fait. Contre laquelle, moi non plus, je ne suis pas tout à fait contre les peines automatiques. Voilà, c'est ça. Qui tombent sans décision, sans prise en considération particulière de la situation de la personne par le juge. Mais elle n'est pas, en réalité, on dit peine automatique dans ce cas-là, dans le cas de Marine Le Pen, mais elle sera inéligible, mais les magistrats, sinon le Conseil constitutionnel n'aurait pas accepté, les magistrats pourront motiver de toute façon que, en raison de sa situation, de sa personne, de l'infraction, cette peine d'inéligibilité automatique ne s'appliquera pas. Il y a toujours possibilité de motiver autrement. Revenons à Nicolas Sarkozy, donc ancien président de la République, qui est sous le coup en fait de multiples accusations. Il y a déjà eu, tu en as parlé tout à l'heure dans l'affaire des dites écoutes, du trafic d'influence. Il a déjà été condamné. Comment est-ce que tu penses que Nicolas Sarkozy peut échapper à la prison? Parce qu'en vérité, là, je te fais la parole de monsieur et madame tout le monde et de moi-même. On se dit, mais quand même, il est président, il ne pourra jamais aller en prison, il ne pourra jamais être véritablement condamné. Et là, d'ailleurs, on voit qu'il trouve vraiment moult façons d'éviter la condamnation qui a été faite dans l'affaire du trafic d'influence du juge à Monaco. Bon, d'abord, il faut dire que Nicolas Sarkozy, en fait, il est dans 4 affaires judiciaires. En tout, il y en a 7, mais les autres, ce sont des enquêtes ou des instructions. Il n'est pas mis en examen, il est pas encore vraiment directement concerné. Mais les 4 affaires, disons, en cours, qui sont pour certaines des affaires définitives, ce sont des affaires, c'est intéressant, c'est des affaires qui montrent qu'il a des problèmes avec l'état de droit, ce qui est quand même une difficulté pour quelqu'un qui a été président de la République et puis qui voulait continuer à l'être. Pourquoi? Parce que il y a 2 affaires où c'est des tentatives de tromper la justice, ni plus ni moins. L'affaire Takiedine, c'est un faux témoignage pour tromper la justice. L'affaire du trafic d'influence, c'est la corruption d'un haut magistrat pour récupérer des pièces. Donc 2 tentatives de tromper la justice, donc problème avec l'état de droit. Et les 2 autres, c'est des tentatives de fausser le suffrage universel. L'affaire actuelle libyenne de 2007, c'était avoir beaucoup d'argent pour gagner les élections, ce qui s'est produit d'ailleurs, il les a gagnés, les élections de 2007. Et l'affaire Big Malion de 2012, c'est beaucoup plus d'argent que les autres candidats pour provoquer une rupture d'égalité entre les candidats, pour gagner à nouveau des élections. Donc c'est 2 difficultés énormes avec l'état de droit et 2 contestations de l'état de droit. Et d'ailleurs, l'affaire actuelle libyenne, pour la France, moi je pense que s'il est coupable, il doit non seulement être condamné, mais vraiment être condamné sérieusement. Pourquoi? Parce que voilà quelqu'un qui a été président de la République, finalement grâce à une fraude.
en ayant totalement fraudé le suffrage universel avec beaucoup d'argent. On parle de 5 à 50 millions d'euros, ce qui est d'ailleurs toujours mis en avant par le camp sarkozyste. On ne sait pas combien d'argent exactement il a eu. Alors, c'est intéressant parce que moi aussi, en me repenchant sur l'affaire libyenne, je suis arrivé à la même conclusion que toi, c'est-à-dire que finalement, peut-être n'aurait-il pas gagné s'il n'avait pas fraudé. Mais ce qui pose des énormes questions sur la façon dont fonctionne notre démocratie et peut-être qu'il faudrait lui retirer le titre d'ancien président de la République du coup. Non, mais parce que c'est une conséquence directe en fait de sa fraude et même qui découle dans une certaine mesure de sa fraude. Mais là, démocratiquement, ça devient très très complexe parce que les gens ont quand même voté, etc. Et ça, c'est une autre question qui revient souvent, c'est en fait à partir du moment où le peuple s'est exprimé, notamment par le vote, tout le reste n'importe plus. Et je pense notamment à ce qui s'était passé avec les Balkany qui avaient été élus, et les gens considéraient que, bon, certes, il y avait tout ce qu'ils faisaient en dehors de l'état de droit ou contre l'état de droit, mais comme ils avaient été élus, bon, bah c'est bon, ils étaient lavés ça les lavait dans une certaine mesure. De tout soupçon. Mais bon, non, mais moi je crois que heureusement, précisément, il y a des règles, il y a des lois pour respecter l'égalité entre les candidats, parce que oui, bien sûr, le peuple a voté, mais dans quelles conditions? S'il y a un candidat qui a tellement de moyens que par des meetings, des affiches, ce qui a été le cas quand même, tous les journalistes qui ont suivi la campagne électorale de 2007 disent que l'argent coulait à flot. J'étais encore hier avec une journaliste, Madame Le Cab, qui a suivi la campagne de 2007 et qui l'a dit d'ailleurs publiquement. C'était incroyable. Il y avait de l'argent absolument partout, distribué. Donc, est-ce que dans ces conditions, on peut dire que le suffrage universel a été normalement informé pour voter pour tel ou tel candidat? C'est quand même ça le problème. Si on est trompé sur la qualité du candidat, est-ce qu'on peut dire que effectivement le vote emporte tout? C'est un problème. C'est une sorte de vice du consentement du peuple. Comme une notion qu'on emploie en droit civil, le vice du consentement pour dire que quelqu'un a été trompé pour signer un contrat, etc. Là, c'est une sorte de vice du consentement du peuple, et c'est pour ça que maintenant il y a des lois on peut pas dépasser un certain plafond. Dans l'affaire Big Malion, c'est extraordinaire cette affaire. Il avait droit à peu près à 20 millions pour sa campagne électorale, pour 2012, pour la deuxième présidentielle à laquelle il s'est présenté. Il a dépassé de 20 millions. Le tribunal a dit 16 millions pour les parties civiles, puisque ça venait de l'UMP, l'argent. Mais il a quand même dépassé du double. Donc là, c'est pareil, c'est une sorte de tromperie et de rupture d'égalité par rapport aux autres candidats. Dernière question sur Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. Est-ce que tu considères aujourd'hui qu'il y a une égalité de tous et de toutes devant la loi, devant la justice, ou que ça reste en fait un objectif, mais que aujourd'hui, dans les faits, ce n'est pas le cas? Bien sûr, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que, alors, on prend toutes les affaires de Monsieur Sarkozy. Il a des avocats d'un excellent niveau, il faut bien dire. Donc déjà, rupture d'égalité totale, c'est tout à fait son droit d'avoir une défense extraordinaire. Mais enfin, n'empêche que par rapport aux personnes qui passent en comparution immédiate, ça n'a strictement rien à voir, puisqu'en comparution immédiate, l'avocat découvre le dossier juste avant l'audience et n'a à peine le temps de le regarder. Bon, par exemple. Donc, ces avocats ont fait des recours absolument sur toutes les décisions des juges d'instruction. On dit l'instruction a été très longue. Pour l'affaire libyenne. Elle a duré 10 ans. Oui, d'accord. Mais d'abord, ils ont fait des recours sur tout, jusqu'à la Cour de cassation à chaque fois, chambre d'instruction, Cour de cassation, sur
tout, et tout a été validé d'ailleurs. Et puis après, pourquoi ça a été long comme ça? Parce que les services de renseignement français qui étaient en première ligne, notamment dans le fait d'exfiltrer certains Libyens, notamment un directeur des renseignements libyens qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international, etc. Bon, eh bien, dans toute cette procédure, eh bien, les services de renseignement français ont refusé de déclassifier des pièces qui auraient été utiles à la procédure. Donc, rupture d'égalité totale, parce que ça aurait été quelqu'un d'autre, on aurait déclassifié. Et puis, les pièces, elles seraient dans la procédure. Mais elles y sont pas. Il a été très protégé par l'État. Il a été très bien défendu, et donc oui, bien sûr que par exemple les comparutions immédiates, cette procédure vraiment très expéditive, c'est 30% des personnes qui sont détenues dans les prisons françaises, et ces gens-là ne sont non seulement pas défendus au niveau de l'audience, mais après non plus. Là, il va avoir son bracelet électronique. Bon, très bien, il a été condamné dans l'affaire du trafic d'influence des écoutes, là, à 1 an de bracelet électronique. Eh bien, ce bracelet électronique, on ne sait pas s'il va le porter, parce que il va être convoqué devant le juge de l'application des peines là ce mois-ci. Le juge de l'application des peines aura 4 mois pour décider de lui installer son bracelet, etc. Mais il va pouvoir demander tout de suite une libération conditionnelle, puisqu'il va avoir plus de 70 ans, qui l'exonérera du port du bracelet électronique si le juge le décide. Bon, ça c'est la loi pour tout le monde, pour les plus de 70 ans. Mais c'est vrai que la procédure ayant tellement duré, ça serait quelqu'un d'autre, en matière de port de bracelet électronique, ça serait pas des années après le premier jugement. Il aurait son bracelet, il l'aurait porté et la peine aurait été exécutée. Mais lui, c'est plusieurs années avant le premier jugement. Voilà, il y a des tas de raisons de dire que oui, c'est très inégal, c'est sûr. Passons maintenant à notre nouveau garde des Sceaux. Comment est-ce que tu juges ses débuts en tant que garde des Sceaux? Je rappelle que Gérald Darmanin était ancien ministre de l'Intérieur, ce qui est une originalité quand même, de passer du ministère de l'Intérieur au ministère de la Justice, qu'il affiche sa proximité avec, et d'ailleurs qu'il la met en scène aussi avec Bruno Retailleau, l'actuel ministre de l'Intérieur. Ils ont fait pas plus tard qu'hier une photo tous les deux assis dans un bureau, comme quoi ils étaient copains comme cochons. Est-ce que ça t'inquiète? Il a fait une grande interview dans Le Parisien ce week-end où il lance quelques pistes, notamment la création de plusieurs milliers de places de prison. Il dit qu'il faut que la justice aille plus vite et soit plus ferme. Donc il va embaucher il a dit qu'il allait embaucher des personnels de justice à tous les étages pour essayer d'accélérer, parce que c'est vrai qu'il y a un peu un embouteillage quand même à plusieurs endroits. Comment est-ce que tu accueilles tout ça? Est-ce que tu le vois d'un bon œil? Je le dis en souriant parce que j'imagine que la réponse est non. Oui, un petit peu, oui. On a 2 ministres de l'Intérieur, voilà le problème. On a déjà le bilan de Monsieur Darmanin au ministère de l'Intérieur, qui, en tant que magistrat, ne peut quand même que nous inquiéter, parce que lui aussi, sur l'état de droit, il y a eu quand même des problèmes. Il a réussi à déclarer que des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple pour l'expulsion d'étrangers, d'Ouzbeks, d'Afghans, ces arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme condamnaient la France parce qu'elle avait expulsé ces personnes sans respecter le droit. Et Monsieur Darmanin, comme ministre de l'Intérieur, a dit « Ah, mais moi, ça m'importe peu. Du moment que je défends les Français, je ne respecte pas les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. » J'en passe et des meilleurs. La dernière loi immigration, quand même, de janvier 2024, a été, en tout cas du point de vue du Conseil constitutionnel, une loi qui violait le droit en grande partie, notamment qui rompait totalement l'égalité des droits entre étrangers
en situation régulière et français. Il y a eu beaucoup de problèmes avec Monsieur Darmanin comme ministre de l'Intérieur. Alors comme ministre de la Justice, il faut se fier à ses déclarations. Moi, je n'ai pas d'a priori. Qu'est-ce qu'il déclare? Il déclare des choses qui semblent d'abord assez impossibles. Quand il dit, par exemple, je vais construire de nouvelles prisons pour les courtes peines parce que il faut pas pour ces gens-là de prison avec des miradors, etc. Bon, mais c'est absolument impossible. D'abord, il faut des lois. Pour pouvoir à nouveau construire des prisons, il faut des budgets, etc. Et puis, il y a déjà un plan de construction de prisons de 15 000 places sur 10 ans. On en est à 7 ans de ce plan. Il y a seulement 4 700 places qui sont construites. Donc, même matériellement, c'est impossible. Quand il dit, je vais faire le top 100 des plus grands trafiquants de stupéfiants français. Ça, c'est tout à fait impossible. Alors, moi, je suis inquiète qu'un ministre de l'Intérieur dise des choses comme ça. Pourquoi c'est impossible? Parce que c'est pas centralisé, en ce sens que les trafiquants de stupéfiants, ils sont dispersés dans différentes prisons. Il faut regarder leur dossier et que on met pas comme ça des gens à l'isolement parce que le ministre le décide. Il y a des commissions, il y a des lois, il y a des droits, et il y a des gens à l'isolement, essentiellement des terroristes, mais ils sont à l'isolement parce qu'il y a une décision au sein de l'administration pénitentiaire. Ça se passe pas du tout comme ça. Juste pour bien comprendre, il veut mettre ces narcotrafiquants, ces gros narcotrafiquants à l'isolement parce qu'ils pensent qu'ils continuent de faire leur trafic depuis la prison. Grâce à des drones, grâce à des téléphones portables, ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs. C'est vrai qu'ils continuent à faire leur trafic. Mais ça, c'est le problème d'abord de l'administration pénitentiaire de surveiller, de faire en sorte que ça ne se passe pas. Et c'est peut-être aussi le problème du fait que les surveillants pénitentiaires, compte tenu de la surpopulation carcérale, n'arrivent pas à faire leur travail dans des affaires comme ça où il faudrait qu'ils le fassent le plus sérieusement possible et vraiment surveiller ces gens. Mais ils sont tellement débordés parce que c'est affreux comme travail d'être surveillant pénitentiaire. C'est pas souvent un choix de la personne et ils n'arrivent pas effectivement à faire face à des affaires où là il faudrait vraiment surveiller les gens. C'est tout. Mais globalement, est-ce que tu vois, on voit que les rapports entre j'allais dire les magistrats et les différents gardes des Sceaux ces dernières années, mais plus largement avec toute la justice et les différents gardes des Sceaux qui se sont quand même assez détériorés, que ce soit les avocats ou les personnels du ministère de la Justice dont font partie les magistrats. Moi, j'ai l'impression que Gérald Darmanin est plus un symptôme de tout ce dont en fait tu parlais juste avant concernant Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire de tous ces dysfonctionnements et de toute cette incompréhension de à quoi sert la justice, etc. Et moi, tu n'as pas cité tout à l'heure, mais Gérald Darmanin a aussi participé de la manifestation en tant que ministre de l'Intérieur avec des syndicats policiers qui disaient le problème de la justice... C'est la police. Non, le problème de la police, c'est la justice, pardon. C'est dans l'autre sens. Voilà. Et donc, c'est quand même très violent. Et ce type de pensée est en train d'infuser petit à petit l'État. Tout à fait. Deux choses. Tu te souviens que lors de l'affaire Eddy à Marseille, ce jeune homme qui a été très très gravement blessé à la tête à la suite de très graves violences policières, il a été même trépané. Monsieur Darmanin, comme ministre de l'Intérieur, avait dit, puisque un des policiers avait été placé en détention provisoire, il avait dit non, ça c'est pas possible. Un policier, finalement, quoi qu'il ait fait, ne peut pas aller en prison. Bon, et dans ses déclarations actuelles comme ministre de la Justice, ce qu'on remarque effectivement, c'est qu'il ne parle jamais de justice. Il parle de délinquance, il parle de prison, il parle de répression, mais on l'entend pas parler de justice. C'est-à-dire que le rôle de la justice, c'est pas uniquement de mettre les gens en prison, c'est d'être un contre-pouvoir, de faire en sorte que
ce que fait la police est contrôlé, tout simplement. C'est de faire en sorte que quand quelqu'un semble innocent, quand il n'y a pas assez d'éléments contre lui, justement, on le relaxe, on le met pas en prison. Et ça, il n'en parle jamais. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Et ça rejoint tout à fait les attaques contre la justice de tout le camp Le Pen et tout le camp Sarkozy. C'est-à-dire, la justice ne doit pas exister. Elle est une chambre d'enregistrement de la police. Un point, c'est tout. Elle n'est absolument pas un troisième pouvoir, comme l'a dit Montesquieu, le pouvoir doit arrêter le pouvoir, c'est ça, hein, le boulot de la justice, c'est d'être un contre-pouvoir de l'exécutif. Et ça, Monsieur Darmanin, il se situe absolument pas comme ça, comme garde des Sceaux, il se situe comme étant, en fait, oui, une homologation de ce que fait la police et de ce que pense, selon lui, l'opinion publique. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. J'ai une dernière question, Evelyne. Tu es membre de la Ligue des droits de l'homme. Tu as aussi été ancienne présidente du syndicat de la magistrature. Est-ce que tu vois s'organiser dans différents endroits de la société une résistance précisément à ces dérives, cette pente glissante sur laquelle est engagé le gouvernement sur les questions de justice? Hélas, non. Il y a eu l'année dernière, lorsque Patrick Beaudouin était président de la Ligue des droits de l'homme, il y avait eu une coordination qui s'était mise en place de défense des libertés. Bon, il faut bien dire que ça n'a pas énormément fonctionné. C'était intéressant parce que il y avait les associations de défense des droits de l'homme, donc le MRAP, la Ligue des droits de l'homme, mais il y avait aussi des syndicats. La CFDT, la CGT, il y avait des mouvements comme des associations comme Oxfam, comme Greenpeace, etc. Ça me semblait quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire une grande coordination de défense des libertés, mais il faut bien dire qu'actuellement, bon, elle a vécu, elle n'existe plus. Moi, je pense que c'est ce type de mouvement qu'on devrait faire, mais qui pour l'instant n'est pas en place. Peut-être qu'il faudra attendre encore l'approche de 2027 pour qu'on réagisse enfin. Merci beaucoup, Evelyne. Merci.